Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans Vox Books. Période de toutes les convoitises. Étant convoitée, la jeunesse bat tous les records dans les débats aujourd'hui. Selon l'opinion générale, cette période caractérise un espoir pour l'avenir. Au finish, une telle confiance lui est donnée qu'il y aurait lieu, tant soit peu, de s'attarder sur son essence. S'agit-il d'une question d'âge, de réflexion? Et si on appréhendait ce concept sous un regard plus sérieux, un regard spirituel? Ces interrogations trouveraient un sens entre les lignes de ce récit écrit par un jeune, j'ai envie de dire accompli, dans un style un peu simple mais surtout raffiné. Il relate par le biais des histoires vraies mais aussi vécues les déboires de ce qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse et donne à cette jeunesse une définition un peu plus inspirée. Voici le portrait de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Né en 1989 dans la capitale politique du Cameroun, Joseph Kwam Tamo est le quatrième d'une famille de 5 enfants. Après ses études primaires et secondaires dans le sous-système anglophone, sanctionné par l'obtention d'un DCA Advanced Level au lycée bilingue de Yaoundé, il est actuellement élève expert comptable. Son aspiration à servir et à laisser une empreinte durable sur le monde l'a conduit de près de 5 ans déjà à travailler de manière bénévole comme directeur d'école dans un petit village de la région du centre du Cameroun. Vrai passionné des sujets et causes de la jeunesse, il crée et anime des clubs de soutien aux adolescents partout où ils se trouvent. Ce sont ces sujets-là et les résultats de ses travaux et expériences qu'il a consignés dans ce petit livre dénommé « Et si on devenait jeune ?» Une invitation à analyser l'essence même de la jeunesse et à vivre selon elle. Suivant cette même passion, il est également le promoteur de la plateforme devenirjeune.com qui sera lancée à l'occasion de la fête de la jeunesse au Cameroun. Son engagement pour cette cause, il la vit comme un appel de Dieu avec l'ultime conviction que ce n'est qu'à partir du moment où le génie et l'énergie de la jeunesse seront mis au service de l'utile que son pays, le Cameroun et l'Afrique tout entière connaîtront un véritable essor. Joseph Kwam Tamo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, c'était quoi au départ? Moi, je pose cette question carrément à tous mes invités. C'était quoi l'idée au départ? Qu'est-ce qui vous a autant marqué sur la jeunesse aujourd'hui pour que vous vous disiez, ça y est, il faut que je prenne ma plume et que je dise quelque chose sur cette jeunesse-là? Ok. En fait, je ne suis pas... mon idée, ce n'est pas d'être écrivain au départ. Ma passion, c'est la jeunesse. Et ma passion vient d'une réflexion. C'est qu'en fait, c'est prouvé que quand on est jeune, quand on a environ entre 12 et 25 ans, on est au meilleur de ses capacités physiques, intellectuelles. Mais c'est aussi un fait que c'est à cette période-là qu'on s'égare généralement. Quand je dis on s'égare, c'est qu'on fait tout ce qui est improductif. C'est à cette période où on réalise le moins et pourtant c'est la période où on peut le plus. Donc c'est de là que ma réflexion part et où je me dis peut-être il faut faire quelque chose. D'abord pour moi, parce que moi aussi c'est en traversant cette période que je me pose les questions. Mais je me dis il faut faire quelque chose pour moi et il faut faire quelque chose pour les autres. Et dans ce sens-là, je me suis mis à travailler il y a peut-être 5 ans déjà, 6 ans, avec un groupe de jeunes gens, 5, 6 comme ça. Et nous nous retrouvions une fois par semaine et nous abordions les sujets qui concernent la jeunesse. Et en fait, ce livre est un peu le produit de ce travail qui a été fait avec moi-même et avec cela. Et si on devenait jeune, c'est le titre que vous choisissez pour votre ouvrage. Il s'agit de quoi? C'est quoi le contenu concrètement? Bon, déjà, d'abord le titre « Et si on devenait jeune », c'est une façon de titiller un peu, de dire à celui qui pense qu'il est jeune que peut-être il ne l'est pas. Mais en fait, le contenu dans l'ouvrage, j'essaye d'identifier premièrement
ce que j'appelle dans l'ouvrage le principe du royaume de la mort. C'est-à-dire qu'un principe qui régit la façon de vivre et d'agir des jeunes, qui est en fait la convoitise, si je peux dire, faire les choses parce que c'est la tendance, faire les choses pour être vu, pas faire les choses forcément parce que c'est ce qui est utile, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Et je montre, en parcourant les différents aspects qui concernent spécialement la jeunesse, la mode, l'habillement, la fête, l'alcool, et peut-être même les études, tout ça, j'essaye de montrer que chaque fois que cet ingrédient dangereux s'invite dans un de ces aspects, ça produit la catastrophe. Et puis après, j'invite donc la jeunesse à faire les choses de façon plus utile, à faire les choses qui valent la peine d'être faites, donc à extraire ce condiment dangereux, si je peux utiliser l'expression. Vous relevez deux idéologies que vous mettez en opposition. D'un côté, il y a l'amour de Dieu, le Père Céleste, et de l'autre côté, on a les choses du monde, les choses mondaines, comme on a l'habitude de le dire. Et vous précisez que ces deux idéologies ne peuvent pas marcher ensemble, donc sont véritablement et diamétralement opposées. Oui, en fait, je pense que notre monde est dans une situation vraiment complexe, une situation de laquelle elle ne peut pas se tirer elle-même, parce que c'est une situation qui la dépasse. Et je pense qu'au fil des années, au fil des élections, des présidents, on se rend bien compte que il y a des problèmes qui demeurent, qui ne disparaissent jamais. Donc, je voudrais montrer que le problème vient du fait que les hommes ont abandonné ce que je considère comme un principe divin. Je pense que peu importe le bord religieux des uns et des autres, on peut croire que si un Dieu qui vaut la peine d'être suivi, c'est peut-être un Dieu qui aime absolument et dont l'amour est le principe chez qui la loi fondamentale. Voilà, et chez qui l'amour est la loi fondamentale. Et je parle de l'amour comme d'une action désintéressée, pas comme de quelque chose qui veut être vu. Parce que quand on veut être vu, c'est déjà l'orgueil, c'est pour soi. Mais l'amour... Avec grand A, comme on le dit souvent. Oui, l'amour avec grand A. Donc, c'est pourquoi je dis que ces deux idéologies sont en parfaite opposition. En fait, pour moi, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'orgueil. Alors, dans le troisième chapitre, vous vous posez la question de savoir si vous devriez plaire aux autres jeunes. C'est vrai, je dois rappeler que dans cette partie, vous faites un peu ce qu'on appelle un témoignage de vie en Christ et une vie qui, selon vous, est un modèle de réussite de la jeunesse. Vous critiquez les autres, enfin, c'est ce que moi j'ai relevé, vous critiquez leur façon de faire, leur façon de se vêtir, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment, vous jugez un peu, ou vous jetez les fleurs à vous d'abord, parce que vous vous présentez effectivement comme un modèle. Est-ce que vous ne pensez pas que vous jetez les fleurs d'une part et que d'autre part, vous jugez les autres? Bon, déjà, juger, je ne vais pas aller jusque-là, parce que quand on juge, il y a une condamnation. Ouais. Mais puisque vous condamnez. Oui, c'est vrai que je condamne. Mais ici, je ne parle pas surtout dans ce chapitre, je parle beaucoup de moi. En fait, pour parler de ces choses avec autant de détails, il faut les avoir vécues. Ouais. Donc, je parle plus de moi que de quelqu'un d'autre dans ces chapitres. Bon, maintenant, ce que je condamne, ce ne sont pas les gens qui vivent, la jeunesse qui vit cela. La jeunesse, je l'invite à essayer un autre modèle. Et je condamne ce que la jeunesse essaye jusqu'aujourd'hui sur la base de ce qui est visible. Parce que je crois que vous, les journalistes, vous avez l'habitude de dire que les faits sont sacrés. Les faits sont les faits. Tout le monde peut voir la jeunesse d'aujourd'hui et comprendre que même si elle accomplit beaucoup, elle accomplit peut-être des choses qui ne sont pas très utiles. Donc c'est cela que je condamne. Et j'invite, je ne condamne pas les jeunes, mais j'invite cette jeunesse-là à essayer quelque chose d'autre.
À la page 44, vous dites, pour devenir jeune, il faut arrêter d'être influencé et commencer à influencer en nous tenant sur le rocher sûr, sur la parole de Dieu. Il nous faut apprendre à apprécier les mauvaises blagues et les insultes de nos camarades sans que nos cœurs ne pensent à se détourner du Christ. Pensez-vous réellement que pour devenir jeune, c'est la condition sine qua non que vous posez? Parce que s'il faudrait, si c'est le cas, je veux dire, si cette condition que vous relevez, c'est la condition sine qua non pour devenir jeune, je pense que vous devriez bien trouver des mots pour expliquer à ces autres jeunes qui ont passé l'âge de l'adolescence qu'en fait, ils ne sont pas jeunes. Et ce n'est pas moi qui viendrai le leur dire. Donc, en fait, peut-être ça nous renvoie à ce que je considère, ce que j'ai adopté comme la définition de la jeunesse. Dans le livre, je parle de Dieu, de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en lisant la Bible que j'ai trouvé la définition qui m'a le plus challengé, qui m'a le plus... Ouais. Et j'ai lu cette citation, il dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » J'avais vu beaucoup de choses avant ça, mais je n'ai rien vu qui accordait autant d'importance à la jeunesse. Parce qu'en règle générale, si vous faites, je ne sais pas comment vous appelez, un micro-trottoir, et que vous demandez, pour vous, c'est quoi être jeune? Beaucoup de gens vont vous dire, c'est être fou, c'est s'amuser. Mais là, je vois quelqu'un qui considère que c'est être fort, c'est être vainqueur. Moi, c'est cette définition qui m'a aguiché. Et quand je dis « et si on devenait jeune », c'est de cela que je... Être jeune à la manière de la Bible, parce que c'est un regard un peu plus spirituel. Je ne veux pas dire à la manière de la Bible, parce que je pense que, oui, c'est à la manière de la Bible, mais je ne veux pas limiter ça, parce que je pense vraiment que ce dont il est question, ça marche chez un musulman, ça marche chez un bouddhiste, parce qu'en fait, l'orgueil précède la chute. C'est un fait pour tout le monde. Si vous êtes chrétien ou si vous n'êtes pas. Il y a des principes fondamentaux qui régissent tous les êtres humains. Ça n'a rien à voir avec votre bord religieux ou pas. Et je pense vraiment par rapport à l'extrait que vous avez lu, que pour avoir un impact, il faut remettre en cause ce qui est fait. C'est-à-dire que voici comment les choses sont faites. Pourquoi est-ce qu'elles sont faites comme ça? Je vous propose à vous, Joseph Kwam Tamo, de marquer une petite pause, le temps pour nous de suivre notre livre de chevet. C'est une rubrique que nous avons un tout petit peu oubliée, mais aujourd'hui on vous la propose, le livre de chevet de nos téléspectateurs, et on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie. À tout de suite. Alors, mon livre de chevet, c'est Phèdre de Jean Racine. C'est un auteur français du XVIIe siècle. Le livre est une réadaptation de la tragédie grecque d'Euripide. Dans ce livre, Racine pose la question des passions humaines. Parce que, vous savez, notre monde aujourd'hui est dominé par des passions. Et Racine, justement, nous permet d'éviter des passions qui sont tout à fait néfastes. Vous savez, nous avons des passions politiques, des passions pour l'argent, des passions pour le pouvoir, des passions pour tout. Donc, l'important de cette pièce, c'est qu'elle nous permet de contrôler nos passions. Merci une fois de plus d'être avec nous. Nous recevons pour cette émission Joseph Kwam Tamo, qui est élève, expert comptable et auteur de l'ouvrage « Et si on devenait jeune », un ouvrage qui demande encore à être édité. Alors, aux pages 49 et 50, Joseph Kwam Tamo, on va lire, parlant de la mode, vous dites « Pour la première fois dans le début de mon adolescence, je me suis frotté à la puissance des effets de mode. Je me souviens avoir vu le prix d'une chaussure décuplé et même plus, juste parce qu'une star de rap était apparue dans son clip avec la même marque à ses pieds. Avant cela, c'était une chaussure des pauvres. On pouvait s'en offrir pour presque rien sur le marché. Après l'apparition de cette vidéo à la télévision, il fallait se préparer longtemps à l'avance pour pouvoir s'acheter un modèle de chaussure portant la même marque. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la mode
oriente, on ne va pas se cacher, les comportements et les habitudes des hommes sur la terre, aussi bien que le temps passe, les choses évoluent. Nous sommes tous d'accord. Mais ma question est de savoir, en quoi ça vous dérange que les gens, ça rime à la mode? Parce que vous faites de ça un problème, carrément. Ah non, pas jusque-là. Mais en quoi est-ce que ça me dérange? J'ai pas de problème avec la mode. Nous sommes sur un plateau de télé. Il y a des caméras qui n'existaient pas il y a, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans. Peut-être nous sommes sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas possible il y a quelques années. Mais c'est quoi le problème? Donc, en fait, ce que je dis, c'est pourquoi on fait les choses. Parce qu'en règle générale, pour la plupart, on zappe sa télé, on se rend compte que maintenant tout le monde s'habille comme ça. Et on dit, ok, pourquoi pas... En fait, mon problème, c'est il faut que la jeunesse arrête de suivre. Et que la jeunesse se pose enfin la question, pourquoi? On s'habille tous de telle manière, mais pourquoi? On aime tous tel genre de musique, mais pourquoi? En fait, quand on est à la mode, à cette mode-là, quand on suit ce genre de mode-là, on ne décide pas pour soi-même. Et c'est ce que je précise dans le livre. On laisse des gens qui n'ont pas eux-mêmes la force de décider pour eux, décider pour nous. Quand je dis qu'ils n'ont pas la force de décider pour eux, c'est quoi? C'est qu'on arrive peut-être dans son établissement, on voit quelqu'un qui a vu à la télé qu'on fait comme ça, donc qui n'a pas décidé pour lui-même, qui a juste fait ça pour être à la mode. Il l'a fait et nous on voit chez lui, on le fait aussi. Donc en fait, personne n'est vraiment autonome. Mais pour changer le monde, pour se changer soi-même, pour faire quelque chose de particulier qui a un sens, il faut être capable d'une décision autonome. Et quelque part, la mode telle qu'elle est suivie maintenant retire aux jeunes cette décision autonome. Parmi les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les jeunes de nos jours, on compte bien l'alcoolisme et surtout son abus, donc l'abus d'alcool. Que proposez-vous pour que ceci tourne le dos à ce fléau que vous considérez comme contrefaçon de l'esprit? Parce que j'ai bien relevé cette expression. Ouais. Vous considérez l'alcoolisme et l'abus d'alcool comme étant une contrefaçon de l'esprit. Qu'est-ce que vous proposez justement pour que ces jeunes puissent tourner le dos à ce fléau? En fait, déjà, pourquoi contrefaçon de l'esprit? C'est remarquer quand quelqu'un a bu, avant d'avoir saoulé, il a renoncé à ce principe d'amour dont on parlait au départ, amour grand A. C'est qu'il se met à faire les choses pour lui-même, il se met à raconter comment il est grand. En fait, c'est toujours ça. J'ai pris une moto une fois et c'était dans un village où vraiment presque tout le monde boit. Et le gars en moto, on a vu quelqu'un qui était ivre. On est passé ivre là. Et il m'a dit non, moi je ne bois pas. J'étais surpris que dans ce village, il y ait quelqu'un qui ne boive pas. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne bois pas? Il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire quelque chose de bien après avoir bu? C'est ça la question qu'il m'a posée. Ça m'a vraiment marqué. Ouais, ben, peut-être on peut boire, on peut ne pas boire, mais pourquoi on boit? Quand on boit, quel est le résultat? En fait, je n'ai pas encore vu un témoignage de quelqu'un qui dit « Ah, je me suis bien saoulé la gueule » ou bien « J'ai bu et ça m'a apporté quelque chose de bien ». Peut-être c'est permis parce qu'au Cameroun, vous pouvez entrer, ou ailleurs, vous pouvez entrer dans un bar, prendre une bière sans être inquiété par la police, c'est permis. Mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est utile? En fait, si vous voyez dans chaque chose, il y a toujours cette question, pourquoi? Quelle est la finalité? Exact. Est-ce que c'est juste parce que c'est disponible ou est-ce que c'est vraiment utile? Il y a aussi les pratiques sexuelles, et ça, je ne pouvais pas passer là-dessus, qui sans doute sont assez fréquentes dans les relations entre les jeunes aujourd'hui. Avec tout cela que ça peut entraîner comme conséquence, notamment les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces, etc. Une pratique qui, selon vous, est considérée comme nuisance à autrui, plutôt un assaut contre soi-même. Oui, bon, déjà, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont une nuisance publique. Vous avez des voisins qui aiment écouter de la musique très fort. C'est vrai que ça a un impact sur eux, mais c'est une nuisance publique. Ouais.
Mais pour ce qui concerne d'avoir une vie sexuelle débridée, c'est un assaut, c'est surtout un assaut contre soi-même. Parce que, en fait, on se fait du mal. C'est une action privée, mais on se fait du mal. Je ne suis pas médecin ou ce genre de choses-là, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui s'est lancé dans une vie sexuelle débridée, ça se voit sur son visage. On dirait, surtout chez une jeune fille, on dirait qu'elle est toute pâle. Donc, ce que je dis, ce n'est pas que le sexe est mauvais, mais ce que je dis, c'est que nos parents ont vécu de vie bien plus épanouie avec un seul partenaire et se sont mariés dans la règle de l'art et c'était bien. Qu'est-ce qui est nécessaire de comprendre pour devenir effectivement jeune? À mon avis, à votre sens. Oui. Jeune à votre sens. Ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Le monde est trop bien fait pour que ce soit un hasard. Il y a un moment de la vie où on n'arrive pas à marcher, les parents nous portent et tout. Et il y a un moment de la vie où subitement on se retrouve très fort, très jeune, au point où si vous faites une bêtise et que votre parent essaye de vous rattraper, vous avez plus de force que lui pour fuir. Donc, je me dis, s'il y a un moment de la vie où on est plus fort qu'avant, où nos capacités, notre cerveau est plus ouvert, où on est capable de plus de choses qu'avant, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas le moment de se détruire. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que tout ça soit arrivé pour qu'on passe à l'autodestruction. C'est comme si on disait le soleil se lève pour qu'il n'y ait pas de lumière. Ce n'est pas possible. Avant de nous séparer, Joseph Kwam Tamo, on va prendre cet élément. Il s'agit effectivement de la note de lecture d'un jeune, parce que j'ai également donné votre ouvrage à un jeune pour qu'il le lise et qu'il me donne aussi, qu'il me dise ce qu'il a pensé de cet ouvrage. On va regarder ensemble l'élément. Lui, c'est Christy Arsène Zambo qui nous donne son point de vue sur ce sujet et on se retrouve juste derrière. Vous aurez peut-être à dire un mot après. À tout de suite. S'il y a une chose que je regrette aujourd'hui plus que tout autre, c'est d'avoir longtemps essayé de négocier avec ce fait biblique. C'est d'avoir essayé de le rendre plus équilibré, plus démocratique. C'est là la déclaration d'un auteur qui mêle à son analyse naturelle un ton aussi froid que vrai. En réalité, aucune neutralité n'existerait donc. Soit on est de Dieu, soit on est du diable. Mais à première perception, quand on lit cet ouvrage et qu'on tombe sur la titraille, on n'a pas l'impression que c'est le message qui est porté par l'auteur Joseph Kwam Tamo. Et si on devenait jeune? 152 pages pour interroger le rôle de l'Église dans son adjonction, sa tendance à adjoindre essentiellement le message des miracles à celui de la foi, brouillant ainsi les pistes de compréhension de l'intelligence et notamment des profondeurs spirituelles quand on rentre dans le message originel défendu par la Bible. 152 pages également pour essayer de repréciser que si on était jeune, si on devenait jeune, n'est pas une exhortation d'une jeunesse mondaine qui doit continuer dans la perpétuation d'un certain nombre d'actes qu'elle pose. 152 pages pour rappeler essentiellement que la notion de jeunesse qui est mise au cœur de l'ouvrage appelle le renouvellement des forces spirituelles, le renouvellement des rapports avec le ciel, la compréhension toujours demeurante de ce que la construction de tout être humain en réalité, d'un point de vue des rapports avec son Dieu, est celle qu'il faut privilégier, est celle qu'il faut nourrir essentiellement en se rapprochant de la parole chaque jour. 152 pages pour exhorter une jeunesse sans la fustiger davantage. 152 pages pour garder une forme de neutralité et de froideur dans le message qu'on essaye de véhiculer. À la réalité, quand on va interroger le rôle de l'Église et l'implication des chrétiens à travers l'auteur, Joseph Kwam Tamo, il est essentiel de ne pas oublier essentiellement que le Dieu que nous avons tant servi ne se dénude pas simplement de sa grande bonté, mais c'est un Dieu qui frappe, qui sait agir. Et c'est certainement une forme de message qu'on est appelé à renouveler aujourd'hui. 152 pages pour nous rappeler essentiellement que l'auteur, dans sa logique en partageant une somme de témoignages, est toujours dans une posture exhortative. Et sa vocation, c'est que la jeunesse comprenne le grand message divin qu'il passe et que l'œuvre porte si bien à travers la préface. Ici, on devenait jeune n'est pas une police contre la jeunesse débauchée, mais une instruction, un message qui interpelle
culturelle, jeunes filles, garçons et l'humanitaire et l'humanité sécularisée aujourd'hui. Dernière question pour sortir, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un jeune accompli? Si oui, qu'est-ce qui a changé spécialement dans votre vie pour que vous vous démarquiez autant des autres jeunes, entre guillemets, ordinaires aujourd'hui? Non, je pense toujours que je suis un jeune ordinaire, mais peut-être s'il y a une différence, c'est quand on comprend pourquoi on fait, pourquoi on ne fait pas. Je pense que chaque fois que vous venez ici, vous essayez de garder à l'esprit pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'émission. Vous ne me parlez que de ce qui concerne l'émission. Donc, chaque fois qu'on a l'objectif en tête, la chose devient tout de suite différente. Peut-être c'est la seule différence que je peux noter. Je ne me considère pas comme accompli, mais je considère qu'en se posant la question du pourquoi et en comprenant l'essence, je suis sur le bon chemin. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci à vous, Joseph Kwam Tammo, d'être passé sur le plateau de Voxbook. Je rappelle que vous êtes élève expert comptable et auteur de l'ouvrage « Et si on devenait jeune ?» un livre de plus de 150 pages qui demande encore à être édité. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos chers amis éditeurs d'y accorder un peu plus d'attention. Merci. Merci, Steve. Merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Nos adresses sont disponibles. Vous pouvez nous joindre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout en vous laissant avec un livre nouvellement paru, un autre disponible en librairie. Bonsoir à tous. Wilhelmina, jeune femme jamaïcaine, quitte son île pour des études supérieures en France. Elle y rencontre Ali qui vient du Niger, vaste pays dont elle ignorait l'existence. Elle s'exilera donc non pas au nord, mais dans les sables sans mer du Sahel. Si pour les beaux yeux d'Ali, elle accepte de vivre dans son pays de l'extrême, c'est que cette femme amoureuse adore le défi. Le Niger comblera rapidement, durablement ce penchant aventureux. On m'appelle Nina d'Antoinette Tidjani Alou, nouvellement paru chez Présence africaine. Les projets de ville durable sont mis à rude épreuve par les problématiques interculturelles telles que les discriminations, les conflits religieux, l'exclusion culturelle. De la même manière, les projets de cité interculturelle sont mis en difficulté par les questions environnementales telles que les changements climatiques, la mobilité durable, la gestion des déchets, l'urbanisme durable et bien d'autres. Il est plus raisonnable de parler de ville durable interculturelle en tant que ville comprenant 4 piliers que sont la responsabilité interculturelle, la solidarité sociale, l'efficacité économique et la responsabilité environnementale. La ville durable interculturelle de Esso et la mer, disponible chez l'Harmattan. Donnez vie à votre manuscrit chez Afredit.